via la seconde vie des produits et également le réemploi. Et ça va être tout l'objet de la toute dernière table ronde avec Aurélie Escobar, qui est responsable des filières santé, cosmétique, industrie technique de GS1, qui va donc porter ce sujet dans quelques instants pour vous donner encore plus d'exemples concrets, précis et vous inspirer encore toujours plus sur ces leviers nécessaires pour passer à l'échelle de ces secondes vies que l'on peut offrir à nos produits. Aurélie, je t'en prie. Bonjour à tous, merci Chloé. Alors depuis le début de cet événement, on parle de données, comment la donnée change la donne pour un monde plus circulaire. Et pendant cette table ronde, j'ai envie de vous proposer d'aller un peu plus loin sur la partie allongement de la durée de vie de nos produits. Donc comment passer d'une logique, Emmanuel le disait ce matin, en début d'après-midi, comment passer d'une logique d'extraire, fabriquer, consommer, jeter, à un modèle plus circulaire où les produits sont conçus pour durer, pour être réparés. Alors bien entendu, pour atteindre le plein potentiel de l'économie circulaire, ça se fait pas sans obstacle à surmonter. Ça va être l'enjeu de cette table ronde, de pouvoir identifier, mettre en lumière les défis, mais aussi d'identifier les différents leviers qu'on a à notre disposition pour allonger la durée de vie des produits, être beaucoup plus circulaire, mais aussi de relever de nouvelles opportunités ou de créer de nouvelles opportunités. Alors pour ce faire, j'appelle à mes côtés 3 speakers avec moi. Je commence par Johanna Ferrière, qui est directrice de Cinéo, qui est une filiale du groupe Bouygues Construction. Philippe Correa, qui est vice-président de la fédération Aircube, mais aussi directeur de la division de seconde vie pour Samsung Electronics France. Et puis Geoffrey Richard, qui est directeur économie circulaire chez Schneider Electric et aussi directeur du comité économie circulaire et durabilité du GIELEC. Merci à tous les 3. Alors, je suis ravie de faire cette table ronde à vos côtés. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation également. Alors, on va commencer tout de suite par une première question. Et Geoffrey, je vais tout de suite m'intéresser à toi. Schneider Electric, c'est un des leaders en matière de gestion de l'énergie et aussi d'automatisation. Quelles sont les solutions que vous avez en matière d'économie circulaire et de solutions que vous proposez pour rallonger la durée de vie des produits ? Eh bien, bonsoir à tous. Avant toute chose, quelques mots sur Schneider Electric. C'est une entreprise franco-française qui a été créée en 1836. On n'est pas circulaire natif, mais on pourrait presque le dire puisqu'on a finalement circularisé nos activités tout au long de ces dernières décennies. Et Schneider Electric, c'est quoi ? C'est un fabricant de produits, de services et de solutions au travers de 2 grandes thématiques. La gestion de l'énergie. Donc on va accompagner nos clients pour réduire leur consommation énergétique et ce qu'on appelle la partie process automation. Donc on va aider les industriels à mieux consommer dans leur process de production. Tout ça avec pour vocation de décarboner l'usage de nos clients, décarboner les usages industriels, les usages bâtimentaires ou résidentiels. Et finalement, on a agrégé des solutions connexes pour emboîter le pas à l'économie circulaire, notamment ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Désolé pour la voix, un petit peu enrhumé. Le maintien en condition opérationnelle, c'est-à-dire allonger la durée de vie des équipements, puisque le produit finalement le moins carboné, c'est celui qu'on ne va pas consommer. Et puis, nous avons développé des solutions proprement circulaires de réemploi, de reconditionnement, de remanufacturing, où on a développé en France des remanufacturing centers, ce qui nous permet finalement de proposer au marché des solutions complètes pour décarboner, que ce soit sur l'usage, le scope 1, le scope 2, mais aussi sur l'achat de produits décarbonés. Pour chaque émission, il existe aujourd'hui une solution. Parfait, merci beaucoup Geoffrey.
Je me tourne vers toi du coup, Johanna. Alors, Synéo, je veux bien que tu nous présentes un peu plus ce qu'est ton activité. Tu es un acteur de l'économie circulaire dans la filière construction particulièrement. Et j'ose dire même plutôt un entremetteur plus qu'un acteur tout simple. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? On va peut-être retenir le mot facilitateur. Entremetteur, ça me paraît, il y a encore un peu tôt. Hein. Je suis ravie d'être avec vous pour vous partager ce que c'est Synéo. Donc Synéo, c'est une filiale de Bouygues Construction qui a été créée en 2023 dans l'idée d'accompagner la structuration de l'offre en matériaux de réemploi. Donc c'est un projet que je porte depuis de nombreuses années, qui est devenu une entreprise en 2023 et qui avait vraiment pour mission, pour cœur, d'accompagner les acteurs qui se positionnaient à reconditionner, à donner une seconde vie aux matériaux dans le BTP, dans l'ensemble des challenges qu'ils ont abordés, que ce soit sur des sujets d'assurance, de stockage, de logistique. Donc on a réuni au sein de Synéo tous les outils qui nous semblaient utiles pour accompagner cette montée en puissance dans le secteur du BTP. Donc concrètement, quand vous arrivez chez Synéo, vous rentrez dans une grande communauté. Aujourd'hui, c'est 100 adhérents avec 50% de reconditionneurs France entière. Vous y partagez de la compétence, des événements et du business, évidemment, puisque tout le monde a envie de progresser sur cette voie. On a développé un magazine qui s'appelle La Circulaire et qui témoigne France entière de tout ce qui se passe sur le sujet du réemploi dans le BTP. Et puis, on met à disposition un outil digital qui permet justement de croiser l'offre et la demande avec un volet fédérateur, puisqu'il existe déjà pas mal d'instances. Notre particularité, c'est qu'en complément de ça, on a développé des centres techniques qui sont de véritables démonstrateurs à l'échelle. Donc, on en a 2 d'ouverts depuis 1 an, de 6000 m² dédiés au réemploi. On accueille les acteurs du reconditionnement dans des ateliers. On gère la logistique et le stockage pour eux. Et puis, on a recomposé des grands showrooms, type Leroy Merlin ou autre, où on voit le corner salle de bain, l'espace extérieur, mais tout en réemploi, en reconditionné ou en réutilisation. Et ça permet vraiment aux entreprises de changer d'échelle et d'être visibles. Un beau facilitateur. Philippe, je me tourne vers toi. Donc, la Fédération Aircup, c'est une entreprise, vous accompagnez les entreprises dans leur transition vers l'économie circulaire. Quelles sont les actions que vous menez pour justement soutenir le réemploi et la réparation ? Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être là et de voir qu'il y a beaucoup de monde. Alors effectivement, la Fédération Aircup, peut-être juste 2 mots sur cette fédération. Donc c'est une fédération qui regroupe des professionnels de l'économie circulaire au sens large, du réemploi, de la réparation, du reconditionnement. On est à peu près 150-200 acteurs au sein de la fédération et on a aussi des partenaires comme GS1 par exemple. Voilà, d'ailleurs j'invite s'il y a des personnes parmi vous qui veulent venir adhérer à la Fédération Aircup, vous êtes les bienvenus. Donc effectivement, on a un certain nombre de missions. On accompagne des entreprises qui se posent des questions sur comment allonger la durée de vie des produits, comment faire en sorte qu'on ait une économie circulaire qui soit intégrée au quotidien et qu'effectivement on arrête ce système d'économie linéaire qui finalement détruit la planète. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de similarités entre des entreprises qui reconditionnent par exemple des produits électroniques, des produits du bâtiment, du mobilier, etc. En fait, on a beaucoup de similarités dans les process et dans les problématiques qu'on va rencontrer, que ce soit logistique, que ce soit technique, labellisation. Voilà. Donc nous, on a décidé de mettre en commun toutes ces personnes qui ont des bonnes volontés. On a créé des groupes de travail et des commissions métiers. Et on a une action auprès des pouvoirs publics aussi pour essayer de réguler, puisque on va le voir certainement plus tard, la législation a un impact très important sur notre activité. Alors on a aussi une action particulière, on a créé un label, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, un label pour essayer de normaliser la qualité de ce qu'on appelle le reconditionné et le réemploi, puisqu'on se rend compte qu'il y a un vrai déficit d'image sur la qualité perçue et sur ce que font certains qui ne respectent pas les règles. On est dans un métier qui est assez nouveau, hein. Le reconditionné, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années. Alors moi, je suis un ancêtre, ça fait 20 ans que je suis dans ce métier, mais depuis une bonne dizaine d'années, on commence à avoir des initiatives fleurir, et depuis le Covid, alors c'est peut-être ce qu'on peut tirer de positif du Covid, c'est que les gens ont pris conscience qu'il y a vraiment un vrai besoin, donc ça aide beaucoup. Merci Philippe. Donc oui, vos 3 entreprises sont vraiment moteurs et très fortement acteurs sur l'économie circulaire. Alors je le disais tout à l'heure en introduction, ça ne va pas sans obstacle à surmonter. Johanna, dans le milieu de la construction, est-ce que tu peux nous évoquer quelques défis que vous pouvez avoir à relever quand on veut essayer de réemployer des matériaux de construction ? Comment ça se passe ? Alors, on a cette grande chance d'avoir une banque de matériaux énorme
mais avec chacune sa particularité et dont la donnée a été effacée. Donc on a mis beaucoup d'énergie avec la maîtrise d'œuvre à faire une maquette, à faire des DOE, à suivre la moindre réserve, et puis le jour où c'est mis en exploitation, on change tout et on ne suit plus rien. Donc c'est une belle chasse au trésor quand on récupère tout ça, qu'il faut déconstruire sélectivement, puisque la clé derrière, c'est de se dire quelle est la valeur résiduelle du produit, comment je peux le remettre en état, comment je justifie de performance équivalente. Et ça, c'est un vrai challenge du quotidien, de se dire de quoi je pars. Fort heureusement, les industriels nous aident un petit peu, ils ont de belles bases de données, donc il suffit de les rappeler, mais encore faut-il trouver la marque, et ça, c'est vraiment un casse-tête. Le deuxième sujet, c'est qu'à un moment donné, pour que ce soit économiquement viable, comme le disait le directeur général de Darty, il ne faut pas que le reconditionnement coûte trop cher. Donc il faut qu'à un moment donné, quelqu'un qui opère une dépose soignée accepte de le faire dans des conditions tarifaires qui sont propres au reste de la chaîne, qu'il ne cristallise pas autour de ses activités 100% de la valeur résiduelle du produit, qui doit financer des activités de reconditionnement. Le reconditionnement dans le BTP, nous on est des bisounours à côté de ce que vous faites, donc c'est de la main d'œuvre locale. 75% du coût du réemploi, c'est des collaborateurs. C'est assez peu mécanisé, donc on a besoin de financer tout ça. Et puis derrière, on a cette espèce de plafond de verre avec le prix du neuf qui est très bas. Il y a plein de produits de seconde œuvre qui s'achètent peu cher parce que fabriqués dans des conditions qui sont assez discutables et en tout cas qu'ils ne doivent plus poursuivre ainsi. Donc on est vraiment dans ce sujet-là. Et puis petite cerise sur le gâteau, dans le bâtiment, on dessine et après on fabrique. Donc ça fait une hétérogénéité de produits assez merveilleuse, mais bon, pour caler des process de reconditionnement, c'est pas tout à fait évident. Merci pour cet état des lieux. Peut-être que Geoffrey, quand on préparait cette table ronde, tu évoquais différentes barrières, 5 barrières. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, et puis vous verrez au fil de la discussion que certaines de ces barrières sont aussi des leviers de maximisation de l'économie circulaire. La première barrière, évidemment, c'est l'accès au gisement. On ne pourra pas massifier l'économie circulaire, ou en tout cas le développer, si on n'a pas un accès à un gisement suffisant pour que nous, industriels, puissions à certains moments être rentables dans la chaîne. La deuxième barrière, c'est la barrière plutôt comportementale. Alors, on est ici beaucoup de convaincus du développement durable de l'économie circulaire, et puis on peut voir au dernier baromètre de l'ADEME qu'en fait, il y a encore plus de 20% des personnes qui ne sont absolument pas convaincues de la nécessité d'agir pour la planète. Et puis dans ce baromètre-là, plus de 50% des personnes pensent déjà faire ce qu'il faut pour protéger la planète. Donc on est encore loin, finalement, du potentiel maximum qu'on pourrait déployer. La troisième barrière, c'est une barrière réglementaire. Alors, on a vu tout à l'heure, au travers de différents discours, qu'il y avait la loi AGEC, la CSRD, et j'en passe et des meilleurs, la RE 2020 dans la construction. C'est un peu cacophonique, il y en a en France, qui viennent se superposer à des réglementations européennes. Donc c'est très bien, elles ont le mérite d'exister, mais ça brouille un petit peu les pistes. Et par ailleurs, c'est un peu la même analogie que la ceinture de sécurité. Avant, elle n'était pas obligatoire, les convaincus la mettaient. Elle est devenue obligatoire, les sérieux l'ont mis, et puis ensuite il y a eu la répression. Ceux qui ont pris les premières amendes ont commencé à mettre la ceinture de sécurité. C'est à peu près la même chose avec les réglementations environnementales. On n'a pas encore le gendarme qui va venir nous contrôler. Et à titre d'exemple, Supply Chain Magazine de mars 2023, c'est un peu vieux, mais je ne pense pas que l'aiguille ait beaucoup varié, nous dit que 75% des 200 industriels qu'ils ont interrogés n'étaient pas au courant en 2023 de la loi AGEC. Donc on continue encore à détruire des produits neufs, entre autres. La quatrième barrière, c'est une barrière technologique. On peut avoir les meilleures velléités du monde à faire de l'économie circulaire. Parfois, les technos, elles n'existent pas. Je prends souvent l'exemple du PET qui, jusqu'à peu près avril-mai de cette année, n'était pas recyclable. On n'arrivait pas à casser les molécules de PET. Et le CENRS de Grenoble a trouvé une solution pour le faire. Enfin, la dernière, je la cherche parce que j'en ai mis 4 dans la suite. La dernière sera la barrière économique. Indéniablement, faire de l'économie circulaire, ça coûte de l'argent. Il y a des investissements de CAPEX. Mais plutôt que de parler toujours, et vous le verrez dans un mot certainement de conclusion, plutôt que de parler toujours de coût d'investissement, posez-vous, messieurs, dames de l'Assemblée, la question suivante. Quel est le coût de l'inaction ? Coût de l'inaction sanitaire, coût de l'inaction environnementale, coût de l'inaction financière. Si j'agis pas, à un moment donné, je ne pourrai plus faire affaire avec certaines personnes qui, elles, ont pris des engagements pour décarboner leurs activités. Merci Geoffrey pour cette présentation de ces barrières. Et peut-être que Philippe, tu veux en rajouter 2, 3 autres défis que toi tu peux voir aussi à la Fédération.
Oui, alors effectivement, des défis, il y en a pas mal dans cette activité. Je pense que c'est un peu le quotidien, mais c'est ce qui fait le charme aussi, c'est qu'on s'ennuie jamais. Alors, je pense que un des premiers points, tout à l'heure tu as parlé de l'accès au gisement. Aujourd'hui, c'est un peu la pagaille, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà, premièrement, on n'informe pas suffisamment des possibilités de réemployer ou de reconditionner ou de gérer la fin de vie d'un produit. C'est-à-dire que le consommateur, parfois, il a un produit, il ne sait pas quoi en faire. Alors, bon, il y a des déchetteries, etc., mais c'est pas très clair. Peut-être qu'effectivement, avec une signalétique un peu plus claire, un peu plus structurée, avec un accès à une communication mieux explicite, on pourrait déjà avoir un gisement de meilleure qualité. Et puis aussi organiser, alors ça se fait, il y a déjà des secteurs, alors par exemple dans l'IT, dans la téléphonie par exemple, il y a une sorte de barème qui se met en place pour récupérer des produits, mais dans plein d'autres secteurs, en fait, on ne sait pas, c'est un peu la pagaille. Le produit, une fois qu'il a été utilisé, on ne sait pas la valeur. Alors que dans l'automobile, par exemple, on a un Argus. Et l'automobile est un secteur qui est assez, sur lequel on se base souvent parce que c'est assez mature. Et finalement, dans les autres secteurs d'activité, l'IT, etc., le textile ou autre, on prend ce référentiel. Donc, communiquer, permettre la possibilité de reconditionner, et puis peut-être éviter certaines taxes. On a, nous, constaté qu'il y avait, par exemple, alors je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais je suis aussi, en plus de mes fonctions chez Aircube, je suis aussi en charge du département reconditionné, seconde vie de Samsung depuis quelques temps. Et donc, c'est un sujet qui nous intéresse, mais aussi au sein des entreprises qui peuvent être là, qui sont concernées par ce qu'on appelle la redevance copie privée, par exemple, ou les écotaxes. Voilà. Il y a tout un tas de taxes qui viennent ralentir le processus de reconditionnement. C'est-à-dire que plus on reconditionne, plus le coût est élevé, alors que le produit est ancien, ils sont moins cher. Donc il y a une fiscalité qui est prohibitive. Et dernier point, on se bat beaucoup au sein de la fédération, c'est une distorsion de concurrence avec des entreprises qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas la qualité des produits, des marquages CE, qui ne payent pas forcément toutes les TVA et autres, et qui passent souvent par ce qu'on appelle un peu un cheval de Troie, c'est nos marketplaces, qui parfois sont de bonne volonté, mais qui laissent passer, qui ne filtrent pas suffisamment certains acteurs qui ne jouent pas le jeu. Et nous, on essaye depuis 2 ans avec la fédération et les pouvoirs publics, notamment la DGE, de mettre en place une charte de bonnes pratiques. Voilà. C'est un peu la jungle, le reconditionné et le réemploi, mais on y arrive aujourd'hui, on arrive quand même à commencer à avoir un peu une structuration. Et effectivement, comme ça a été dit, il y a la France, l'Europe. La France est assez moteur, souvent d'ailleurs, on a des idées, des bonnes idées, qui sont reprises par l'Europe. On a eu le cas avec l'indice de durabilité. Voilà, donc on pourra en reparler, je pense. Merci. Donc en effet, c'était bien, je trouve, de poser d'abord ces défis-là, puisque en effet, entre ne pas avoir la donnée, du coup être en difficulté pour reconnaître la valeur résiduelle des objets, la difficulté aussi dans la collaboration avec les acteurs, compléter avec ces barrières économiques, technologiques, ou même la méconnaissance qu'on peut avoir au niveau des parties prenantes sur les exigences réglementaires, le déficit de communication, d'information pour les consommateurs. Ça fait un certain nombre de défis, en effet, collectivement, cross-filière à relever. D'où ma question qui va être suivante. Et Philippe, je veux continuer avec toi. Quels sont les leviers qu'on peut mettre en place, justement, et qui sont à notre disposition pour allonger la durée de vie des produits? Il y en a pas mal aussi. Au sein de la fédération, on a parié sur un label. Le label permet de donner une sorte de garantie au consommateur, parce que, in fine, le consommateur, il a besoin d'être rassuré sur un produit sur lequel il ne sait pas ce qui s'est passé pendant le premier cycle de vie. Donc le label, en fait, va nous permettre... Alors aujourd'hui, on a développé ce label pour plusieurs filières, notamment les produits électroniques comme les smartphones, les ordinateurs, mais aussi les composants électroniques industriels, les pneus, le gros électroménager. Voilà, il y a d'autres secteurs d'activité sur lesquels on est en train de développer ce label. Donc là, on va donner une sorte de réassurance, de crédit au process de reconditionnement, voilà, de façon à ce que le consommateur se dise « Ok, très bien, on sait que le produit, il n'a pas été reconditionné n'importe comment, et ça a un impact. » Et on est très strict dans notre attribution du label. On s'appuie sur un organisme certificateur qui est mondialement connu, qui s'appelle DECRA Certification. Et donc, tous nos audits sont effectués par les auditeurs de DECRA. Autre point,
depuis quelque temps, on essaye d'accompagner les acteurs du reconditionné, notamment pour tout ce qui est l'accès au financement. Alors, on a des acteurs qui aujourd'hui veulent faire du reconditionné, mais qui ne savent pas comment se faire financer. Donc on a la chance au sein de Aircube d'avoir notamment la BNP qui nous a accompagnés, et on a créé un incubateur au sein d'Aircube. Donc on a aidé certaines initiatives à se lancer, alors qu'elles n'avaient pas forcément les moyens s'il n'y avait pas eu d'incubateur et la structure. Alors on aide des entreprises qui ont des bonnes idées, qui vont aller chercher sur le secteur des produits et qui vont faciliter le reconditionnement. Alors on a eu du jouet, on a eu plein de types de produits différents, des batteries, etc. Voilà, je pense que je peux en parler encore longtemps, mais je pense que les autres veulent parler aussi. Geoffrey, du coup, peut-être compléter avec ta vision sur comment est-ce qu'on rend ce marché de l'économie circulaire plus attractif et plus efficace. Vous voyez, la répétition fixant la notion, je vais revenir sur mes barrières qui sont aussi finalement des leviers. L'accès au gisement sera le levier déterminant. Si on arrive à prouver aux industriels qu'il y a un gisement suffisant pour opérer un business derrière, l'industriel va y aller. Mais pour ça, on a un vrai besoin de traçabilité. Traçabilité au niveau du DPP, au niveau de ce que GS1 fait, GS1 France fait en tous les cas avec le QR code par exemple. Et sans cette traçabilité-là, il sera très compliqué également, d'identifier la base installée, la quantité, mais aussi la qualité de la base installée. Ça, c'est très très important pour derrière nous permettre de faire les bonnes opérations. Et puis, une barrière que j'évoquais qui sera indéniablement à l'avenir un levier très fort, c'est la réglementation. Pensez à la CSRD par exemple, la Corporate Social Responsibility Declaration. Grosso modo, pour vulgariser, c'est je suis obligé par euro de chiffre d'affaires généré de déclarer mon émission carbone attenante. Imaginez un industriel dont sa market cap, sa valorisation boursière est conditionnée à sa capacité à réduire ses émissions de CO2. Si bien que plus je fais du circulaire, plus je diminue mon CO2, plus je suis attractif sur les marchés financiers, plus je suis attractif sur les marchés de l'emploi, et donc finalement je crée également un cercle vertueux côté finance et côté humain, puisque je mobilise l'engagement je développe l'engagement de mes collaborateurs. Et ça, ce sont des leviers très importants. Et pour compléter, peut-être Johanna, les leviers qu'il peut y avoir également, mais dans la filière construction. J'ai le plaisir de vous dire qu'il y a 20 matériaux que vous pouvez abuser sur vos projets de construction qui sont reconditionnés, de qualité, assurés comme un produit neuf. Et ça, c'est possible puisqu'il y a des acteurs qui se sont mobilisés par spécificité, par verticale, par produit depuis plusieurs années. Donc, c'est avoir recours à ces filières-là. Et l'exemple de Schneider en est un, et il en existe plein d'autres que vous retrouvez dans le réseau Synéo. Donc, vraiment faire appel à ces acteurs-là. Capitaliser sur les expérimentations qui sont menées sur les nouveaux produits, les nouvelles filières qui sont capables, et s'aimer et travailler au national, c'est-à-dire qu'on a trop souvent envie de mélanger les genres. Faire du circulaire dans son territoire, à moins de 30 km, avec des déchets qui sont au pied de notre porte. À un moment donné, il faut peut-être aussi pas tout mélanger. Donc il faut leur donner une assiette nationale pour commencer et vraiment intensifier l'usage. Chez Bouygues, on a changé d'échelle sur le réemploi quand on a mis des engagements cadres avec ces filières qu'on soutient depuis 2017. On leur a donné un matelas de commande sur 3 ans et ben ces acteurs, ils ont pu investir, ils ont pu acheter des machines, ils ont pu perfectionner leur façon de faire. Et ça, c'est le deuxième point. Il y a vraiment l'importance de router ces financements vers des acteurs qui sont capables de justifier au travers de labels et de démarches comme ont été décrites précédemment que s'ils font, c'est bien et c'est réplicable. Il y a beaucoup de finances qui sont possibles. Aujourd'hui, elles sont éparpillées dans des projets qui ont plus ou moins cette ambition. Il faut qu'on la joue vraiment collectif sur cette industrialisation du réemploi. C'était mon petit mot. Tu as bien raison. Donc du coup, si on résume un peu merci d'avoir partagé ces leviers en réponse aux différents défis qui ont été évoqués. Il y a eu l'importance de l'éco-conception, puisque du coup, quand on est un fabricant, c'est un point majeur de prévoir la réparabilité de ces produits. La nécessité de standardiser les données pour qu'on puisse les partager, pour qu'on puisse y avoir accès et aussi créer de la valeur ou des nouveaux services grâce à l'usage de ces données.
Et on entend le lien avec GS1 qu'il est possible de faire, le QR code, etc. L'importance de la collaboration, tu citais aussi Johanna, sur la collaboration entre les acteurs, on n'y arrivera pas seul en fait, et de façon très isolée les uns les autres. Et puis le potentiel du DPP. En effet, ce Digital Product Passport va s'imposer à tous les metteurs en marché dans les prochaines années et devrait être aussi un formidable outil booster de l'économie circulaire pour avoir cette traçabilité. Alors, je vois le compteur, les minutes qui s'égrènent. On va arriver au terme de cette table ronde et du coup, il est temps aussi de passer un message. Qu'est-ce que vous souhaiteriez passer comme message, transmettre aux acteurs pour s'engager dans l'économie circulaire, passer à l'échelle et y aller. Johanna, je te laisse la main. Tout à l'heure, on a vu au travers du témoignage du directeur général de Darty que le secteur électroménager mettait sur le marché X millions de tonnes de déchets par an. Le secteur du bâtiment, c'est 46 millions de tonnes de déchets. Donc, en tant que citoyen, sachez que vos poubelles, c'est un quart du sujet. 3/4 du sujet, c'est le BTP. Donc, on se dit qu'il y a quand même à faire. Et de l'autre côté, en fait, 46 millions de tonnes de déchets, c'est 46 millions de tonnes, c'est le nombre de matériaux que l'on met sur le marché chaque année pour construire ne serait-ce que les logements neufs que l'on met sur le marché. Donc c'est comme si on acceptait chaque année qu'au milieu, il y ait 100% de pertes. Il n'y a aucun écosystème naturel qui accepte ça. C'est impossible. Donc on ne manque pas de matière, on a des gisements, il faut aller les chercher. Il faut les travailler pour faire en sorte que toutes ces ressources qui ont déjà été extraites ne restent pas dans nos placards ou dans nos garages, mais elles aillent dans les futures opérations pour éviter la production de matériaux neufs. Aujourd'hui, on a une quantité de déchets produite à l'échelle de la planète, et vous pouvez le lire dans la jolie BD Ressources, qui correspond à 1 mètre de déchets sur la circonférence totale de la Terre. Les chiffres sont posés, ça nous donne les perspectives pour le réemploi dans les matériaux de construction. Merci. Philippe, quel serait ton message ? Alors moi, j'ai un message optimiste. Je pense qu'on a souvent l'impression effectivement que c'est complexe, comme on l'a dit tout à l'heure, mais en réalité, on est en train de voir un vrai changement de paradigme. Les esprits changent et on a une chance en France et en Europe avec l'économie circulaire. Il y a 3 points qu'il faut relever. C'est le côté écologique, le côté économique et le côté social de l'économie circulaire. Donc il faut qu'on y vienne tous. Côté écologique, bien évidemment, l'impact pour la planète, comme ça vient d'être dit par Johanna, est évident. Même s'il reste encore quelques sceptiques, je pense qu'on arrivera vite à les convaincre. Le côté économique, je pense que les gens qui ont des difficultés à acheter du matériel, des mobiliers ou autres, quand on leur explique qu'ils peuvent avoir un produit équivalent qui en plus coûte moins cher, voilà, même si c'est pas toujours évident d'arriver à vendre moins cher, hein, parce que c'est un modèle économique qu'il faut arriver à faire, mais on arrive à donner du pouvoir d'achat à des gens qui n'en auraient pas forcément. Et puis, on parle d'un côté social aussi, puisqu'en fait, on crée des emplois locaux, normalement non délocalisables. Et ça, c'est une force aussi pour la France et pour l'Europe. On est abreuvé de produits qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont fabriqués ailleurs. Donc, voilà, tant qu'à faire, poussons l'économie circulaire et le réemploi et le reconditionnement au maximum. Merci pour ce message positif. Geoffrey, je te laisse un dernier mot également. Oui, merci. Et si nous n'avons pas réussi à vous convaincre des bienfaits de l'économie circulaire au travers du prisme environnemental, c'est pas grave. Pensez au prisme social, pensez au prisme financier. L'économie circulaire, ça fonctionne, c'est une nécessité. J'aime assez utiliser cette expression. L'économie circulaire, c'est pas la lutte contre l'obsolescence programmée des produits, c'est la lutte contre l'obsolescence programmée de nos business. Gardez en tête aussi un chiffre. D'ici une 30aine d'années, on nous annonce des pénuries de cuivre. D'accord ? Si je n'intègre pas du circulaire dans toute ou partie de ma production, je n'aurai pas de matière première pour fabriquer des trains, des téléphones, des ordinateurs ou du matériel électrique. D'accord ? Donc, ce n'est plus un nice to have, hein, sympa de le faire, l'économie circulaire, c'est chouette, ça verdit mon image. C'est un must have. Hein. Pensez encore une fois au coût de l'inaction et à tous les marchés que vous ne pourriez pas avoir, puisque pas assez de matières premières. Ou alors, loi AGEC, encore une fois, obligation de mettre des produits circulaires dans les appels d'offres publics. Vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas répondre. Donc ça devient une nécessité impérieuse. Il en vient de la survie des business, des Exactement. entreprises.
Il me reste à vous remercier chaleureusement tous les trois. Ça vous montre aussi la diversité de filières avec lesquelles on travaille chez GS1 France. Merci beaucoup pour cet échange ouvert. Ces perspectives également, vous avez surligné l'urgence d'agir face à l'épuisement des ressources et à l'accumulation des déchets, on l'a entendu. Il est temps de sortir du tout jetable et on a entendu les mots et c'est la thématique de cette journée, d'être dans la collaboration, dans la co-construction aussi de standards, penser éco-conception sur les produits et faire en sorte que la donnée soit circulaire et circulante. Merci. Merci beaucoup à vous.